aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir au sein de ce séminaire Madame Joanne Deas. Donc, Joanne Deas, tu es doctorante à Sciences Po Grenoble. Tes recherches de doctorat portent sur la diplomatie des pays émergents, plus précisément le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, concernant le processus de résolution du conflit israélo-palestinien. Tu es également chercheuse à l'Observatoire sur les missions de paix et les opérations humanitaires et l'Observatoire Afrique du Nord et Moyen-Orient de la chaire Raoul d'Endurant à l'Université du Québec à Montréal. Et tu as également une expérience de travail au Moyen-Orient où tu as pu être humanitaire à la fois à Gaza et à Ramallah, dans les territoires palestiniens. Donc Amélie va présenter le contenu de la séance. Donc du coup, comme d'habitude, la séance va s'organiser en deux parties de 45 minutes, avec un temps de débat après chacune de ces parties, et une pause entre les deux. Donc la première partie, on va s'intéresser à faire un état des lieux de la situation humanitaire en Palestine. Et comment ? Non, pardon. Et la deuxième partie... la deuxième partie, ça sera le moment de s'intéresser un peu plus à la thèse de Joanne, qui porte sur les préférences, positions et stratégies diplomatiques des puissances émergentes par rapport au processus de négociation du conflit israélo-palestinien, en prenant plus particulièrement l'exemple du Brésil et de l'Afrique du Sud. Voilà, je te laisse. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, Jean et Claire, c'est très sympa. Je suis contente, je vois des têtes familières dans la salle, c'est bien, ça me fait plaisir de vous voir, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous êtes contente de votre master et d'être ici. Alors, effectivement, donc, je vais faire une présentation en deux parties. La première partie, c'est quelque chose d'assez classique que je fais assez régulièrement. Donc déjà, je suis désolée, je suis comme la moitié de Grenoble allergique. Et donc, là, ma voix va peut-être vaciller, mais je vais essayer de tenir le coup pendant 3 heures. Si jamais je parle pas assez fort ou que je parle trop vite ou que vous comprenez rien, surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Parce que je sais que je parle vite. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai pas l'intention de vous expliquer la totalité du conflit israélo-palestinien en 3 heures. J'ai pas cette prétention-là. Donc si jamais, je pars du principe aussi que vous êtes quand même des gens qui sont en master de Moyen-Orient, donc vous avez une petite base de connaissances sur le sujet. Mais s'il y a un souci, vous m'arrêtez et puis on en discute. Alors la première partie, effectivement, je vais vous refaire. J'aimerais bien vous faire un petit. Alors j'ai volé. On m'a donné le PowerPoint du bureau de l'OCHA, de l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Jérusalem, qui est un PowerPoint qui est utilisé en fait pour faire des présentations aux décideurs politiques et aux délégations d'élus et aux délégations de journalistes qui viennent s'informer de la situation humanitaire en Palestine. Donc c'est un PowerPoint qui utilise des données qui sont des données publiques, qui sont publiquement disponibles sur le site de l'ONU. C'est juste que le PowerPoint les organise un petit peu mieux que ce qui est sur leur site web. Et il m'a donné l'autorisation de l'utiliser. Donc je vais l'utiliser pour une partie de cette présentation. Ça va vous permettre, avec des cartes interactives, de comprendre un peu mieux la situation sur le terrain et en quoi les 50 ans d'occupation israélienne sur le territoire palestinien occupé. J'aimerais bien mentionner qu'on dit territoire palestinien occupé au singulier officiellement. C'est une dénomination de l'ONU, parce qu'on a tendance à le mettre au pluriel, mais en fait, il faut le mettre au singulier. Parce que l'ONU considère que c'est un territoire qui est occupé, en fait, aux yeux du droit international, et pas 3 territoires. Ah, je l'ai oublié. Ben voilà. Mais du coup, j'avais essayé bon, bah, voilà, c'est ma faute. C'est même moi qui je fais l'erreur tout le temps. Donc, Alors, bon, très rapidement, je vais vous faire aussi un petit point quand même très rapide sur l'histoire diplomatique de ce conflit, parce que ça va vous permettre aussi de suivre pour la deuxième partie, parce que moi, mon sujet de thèse, effectivement, porte vraiment sur l'endossement ou le rejet des paramètres du processus de résolution du conflit israélo-palestinien par les puissances émergentes, en fait. Donc, si on ne comprend pas à la base les paramètres de ce processus de résolution, c'est compliqué de suivre ensuite les stratégies des pays que j'étudie pour le comprendre. Donc, dans une première partie, on va aussi parler un petit peu des accords d'Oslo, même si je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Bon, alors très rapidement, l'histoire du conflit israélo-palestinien, vous la connaissez tous. Ça part bon, c'est déjà, c'est plus ancien que ça, mais on va commencer en 1947, sinon on n'est pas rendu. Avec donc le plan de partage de l'ONU de 1947. La fin du mandat britannique et la résolution 181 qui mène en mai 1948 à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël par David Ben Gurion, qui déclenche effectivement une guerre avec les puissances arabes. Je ne vous apprends rien. Très rapidement,
la guerre des 6 jours, pourquoi est-ce que c'est important cette date-là? C'est parce que c'est le début de ce qu'on appelle l'occupation israélienne. À savoir que pendant cette guerre, il y a donc une annexion par Israël à la fois du Golan syrien, du Sinaï égyptien, de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Et pendant cette guerre d'annexion, Israël annexe Jérusalem-Est. Et c'est à ce moment-là que Jérusalem est considérée par l'État israélien comme capitale une et indivisible de l'État d'Israël. On y reviendra plus tard avec des cartes. Mais en tout cas, Jérusalem grossit de 64 km² à ce moment-là. Et est considérée effectivement comme la capitale de facto de l'État d'Israël. C'est pour ça que d'ailleurs la Knesset, à savoir le Parlement israélien, est situé à Jérusalem, alors que les accords, le droit international interdit aux ambassades des pays, puisque le conflit n'est toujours pas réglé, aux ambassades des pays d'être localisées à Jérusalem. Ces ambassades sont localisées à Tel Aviv, sauf l'ambassade américaine qui a décidé unilatéralement de modifier de déplacer son ambassade, comme vous le savez. Donc cette colonisation, elle démarre à partir de 67 et elle va s'amplifier de manière exponentielle pour atteindre à l'heure actuelle 800 000, voire 850 000 colons, à savoir 250 000 colons à peu près à Jérusalem-Est et le reste en Cisjordanie. On verra ça encore une fois avec des cartes de manière beaucoup plus précise. Alors ce conflit, c'est l'un des conflits, le conflit considéré comme le plus complexe, ce qu'on appelle intractable en anglais, au monde, enfin en tout cas du monde contemporain. On a eu énormément de tentatives à la fois multilatérales et bilatérales pour le régler. Alors ce que j'appelle SA2E, c'est solution à 2 États. Je vous le dis parce que ça va plus vite, sinon ça prend trop de place sur la slide. Alors ce conflit a comme particularité en fait d'avoir été le théâtre en fait d'une monopolisation de puissance par la puissance américaine à partir des années 70, surtout la fin des années 70, avec en tout cas Henry Kissinger qui a vraiment commencé a été officiellement le premier médiateur américain dans ce conflit. Mais en gros, les États-Unis se sont emparés un petit peu de la résolution de ce conflit et ne l'ont pas lâché depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important de le noter parce que ce qui se joue à l'heure actuelle avec la montée en puissance effectivement des émergents qu'on verra dans une deuxième partie, c'est que ce monopole idéationnel et matériel américain sur la résolution du conflit, il commence à être de plus en plus contesté par d'autres acteurs montants avec plus ou moins de succès. En tout cas, il faut vraiment comprendre que avec à la fois la fin de la guerre du Kippour et le processus de paix, le début du processus de paix israélo-arabe sous médiation américaine avec Kissinger, les accords de Camp David qui ont été effectivement faits sous l'égide aussi de la Maison Blanche, la conférence de Madrid et les accords d'Oslo qui sont les accords phares de ce conflit sur lequel tout se repose et sur lequel tous les accords suivants en fait, qui sont le cadre de référence des paramètres de résolution de ce conflit. On va les voir un peu plus en détail. Ces accords-là ont été complètement intégrés, complètement normalisés par l'intégralité de la communauté internationale et notamment également par la partie palestinienne qui a complètement normalisé en fait les accords d'Oslo et ce que j'appelle le langage d'Oslo qui pourrait presque s'apparenter à ce que Michel Foucault appelle un régime de vérité, à savoir que on a cette idée très 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 fondamentale et très bien ancrée au sein de la psyché palestinienne et même de la psyché de manière générale des différents acteurs de ce conflit, qu'il n'y a pas d'autre alternative que les États-Unis pour résoudre le conflit israélo-palestinien. C'est quelque chose qui est très ancré et qui a mis ce que j'appelle des œillères occidentalo-centrées à la diplomatie palestinienne, qui l'a empêché complètement de voir ce qui allait se passer, ce qui allait se produire en fait à partir du début des années 2000. Mais là, je suis en train de parler de ma deuxième présentation, donc je reviens sur la première. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un échec. On a eu un échec de ce processus de paix. Juste pour vous rappeler très rapidement en quoi consistent les accords d'Oslo, c'était des accords qui étaient censés être transitoires. À savoir, les paramètres fondamentaux de ces accords, c'était ce qu'on appelle la paix contre la terre, à savoir un redéploiement de l'armée israélienne et un transfert progressif d'une partie de la Cisjordanie à l'autorité palestinienne qui était fraîchement créée. L'autorité palestinienne a été créée par les accords d'Oslo et elle a été créée pour administrer
ces territoires progressivement, en fait, qui étaient censés être progressivement transférés à cette autorité nouvellement créée. Donc, vous avez probablement tous entendu parler de la zone A, de la zone B, de la zone C. Ça vous parle tous, oui. Donc, la zone C, c'est à peu près 60% de la Cisjordanie. C'est sous contrôle intégral de l'armée israélienne et de l'administration israélienne. C'est sous loi martiale. C'est une zone je vais vous en parler un peu plus avec les cartes, ça va être plus facile pour vous de comprendre. Et la zone A et la zone B. Donc la zone B, c'est une zone mixte avec un contrôle administratif de la part de l'autorité palestinienne et un contrôle sécuritaire de la part des Israéliens. Et la zone A, c'est une zone qui est normalement censée être intégralement contrôlée administrativement et sécuritairement par l'autorité palestinienne. À savoir qu'on a créé une force de sécurité palestinienne qui est en coordination avec les Israéliens, avec l'armée israélienne et avec les Américains, et qui coordonne la sécurité dans les grandes villes, dans les grandes zones de peuplement palestinien comme Ramallah, Bethléem et Jénine, Naplouse et compagnie. Ce qui veut dire que, par exemple, pour vous donner un exemple concret de ce que ça veut dire que cette coopération sécuritaire, quand vous avez une manifestation de Palestiniens à Ramallah, ce n'est pas l'armée israélienne qui vient la réprimer, c'est les Palestiniens. C'est l'armée, c'est même pas une armée, c'est les forces de sécurité palestiniennes qui viennent réprimer cette manifestation. Donc ça pose de gros problèmes parce que, aux yeux de beaucoup, cette coopération sécuritaire ou ces autres principes, parce que j'ai pas encore parlé d'un autre principe qu'on appelle la paix économique, ça vient finalement de facto transformer un interlocuteur, bon, qui est toujours là, mais qui était l'interlocuteur privilégié à la base, qui était l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, qui est un interlocuteur qui est un mouvement de libération nationale pour obtenir l'autodétermination palestinienne. C'est venu finalement remplacer cet interlocuteur privilégié par un autre interlocuteur, qui est l'autorité palestinienne, et qui lui est beaucoup plus tourné vers des problématiques de développement et de construction d'infrastructures pour finalement prouver à la communauté internationale que les Palestiniens peuvent avoir un État et sont en capacité institutionnelle d'avoir un État indépendant et autonome. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cette espèce de proto-gouvernement qui était censé être transitoire. Encore une fois, ces accords devaient durer 5 ans. Ça fait 20 ans, 25 ans même maintenant, enfin c'est 93, vous faites le calcul, on a 25 ans, ouais, c'est ça, je pense. Oui, je suis nul en maths, j'ai eu 2. On est donc sur le transitoire est devenu permanent et c'est un gros problème parce que ce proto-gouvernement n'a finalement pas grand-chose en termes de pouvoir et est devenu ce que certains auteurs appellent un sous-agent de l'occupation. Donc finalement, on a réussi à décharger Israël de ses responsabilités internationales de puissance occupante pour les remettre sur les épaules de l'autorité palestinienne et également sur les épaules de la communauté internationale avec ce qu'on appelle le principe de paix économique. À savoir que le principe de paix économique qui a été développé par les accords d'Oslo et le protocole de Paris en 1994, c'est un principe qui fait passer le développement économique comme prémisse et comme condition à la paix. À savoir qu'en gros, si vous voulez la paix, il faut que vous soyez économiquement développé. C'est pour ça qu'on a eu énormément d'investissements d'aide internationale de la part de la communauté internationale au niveau de l'autorité palestinienne et de la société civile palestinienne et de toutes les agences de l'ONU qui travaillent en Palestine, parce que le but était de construire des institutions qui soient suffisamment solides pour ensuite, finalement, obtenir un accord de paix. Et donc l'idée d'Oslo, c'était tous les sujets épineux, on les écarte, on les garde pour plus tard parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord dessus, donc Jérusalem, les réfugiés, le droit au retour, etc., même les frontières. Et finalement, on essaie de se restreindre à des choses sur lesquelles on arrive à se mettre d'accord, à savoir une déclaration de principe, la Declaration of Principles, la DOP, j'imagine que vous en avez aussi entendu parler, où c'est la première fois, et c'est pour ça que ces accords sont importants, c'est la première fois qu'on a une reconnaissance mutuelle entre les deux parties. Parce que l'OLP n'avait pas du tout été reconnue par Israël jusqu'à ce jour, en fait. Mais quand on parle de déclaration, de reconnaissance mutuelle, c'est faux, parce qu'on introduit en fait une symétrie là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand vous lisez les accords et la déclaration de principe, la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, s'engage à reconnaître l'existence de l'État d'Israël et le droit à Israël à exister, alors qu'Israël, en échange, reconnaît l'OLP, mais pas la Palestine, reconnaît le droit à l'OLP à exister, à être une institution politique à part entière. Mais on ne reconnaît pas du tout le droit à la Palestine à exister. Et ça, c'est très important de le noter parce que ça induit une asymétrie qui va rester dans
les paramètres du processus et qui va s'enraciner dans les paramètres du processus et qui est une erreur énorme de la part des négociateurs palestiniens. Et c'est pas la première, c'est pas la dernière qu'ils feront. On a énormément de problèmes avec la diplomatie palestinienne parce que globalement on a un énorme amateurisme en termes de négociation qui n'a pas été aidé par le fait qu'à l'époque il y avait deux autorités. Il y avait les Palestiniens qui étaient effectivement de l'intérieur et il y avait les Palestiniens qui étaient en exil, dont Yasser Arafat à Tunis. Et donc en fait le problème c'est que les Palestiniens en exil ne comprenaient rien à ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, quand on les mettait, et c'est eux qui négociaient en fait. Donc, quand ils négociaient avec les Israéliens, déjà en plus les négociations étaient en anglais, ils ne maîtrisaient absolument pas, enfin très très mal la langue, et donc ils ont fait énormément d'erreurs qui sont restées et qui ont finalement énormément défavorisé les Palestiniens. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est que de la faute des Israéliens et des Américains si on a un échec du processus de paix. C'est aussi de la faute des Palestiniens et il faut le mentionner. Alors là, bon, c'est pour vous montrer un petit peu les zones, mais on va les voir mieux en fait avec les cartes qui arrivent. Je vais vous montrer plutôt les cartes, ça va être plus intéressant. Et donc en gros, il faut savoir qu'avec ces accords-là, la Palestine, ou en tout cas la population palestinienne, est devenue le bénéficiaire maintenant, le plus important d'aide non militaire par capita au monde. Vous avez plus de 50 milliards de dollars, il me semble, si je me perds pas dans les chiffres. Là, c'était 30 milliards, mais ça, cette présentation, elle date de 3 ans. Maintenant, je crois qu'on est à plus de 50 milliards. Il va falloir que je revérifie les chiffres. En tout cas, c'est sûr, plus de 30 milliards de dollars d'aide investie depuis 1993, alors que tous les indicateurs socio-économiques et humanitaires sont en dégradation. C'est-à-dire que vous avez une population qui reçoit un afflux hallucinant d'argent depuis 1993, depuis les accords d'Oslo qui paramètrent cet afflux, et les indicateurs de cette population en termes de bien-être sont en déclin depuis 1993. Donc on a un problème. On a un problème alors que le nombre d'organisations et le nombre d'ONG qui sont présentes sur le territoire palestinien sont également en constante croissance. Donc comment est-ce qu'on explique ça ? On a un sérieux problème de ce qu'on appelle de l'aide effectiveness, de l'effectivité de l'aide, parce que là, clairement, on est dans une situation où l'aide ne remplit pas sa mission première, qui est le do no harm. Vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui s'intéressent un petit peu au monde de l'humanitaire, et à savoir ne pas faire de mal, en fait. Alors, on va se mettre sur des cartes un petit peu interactives. Là, on rentre sur le PowerPoint, le fameux PowerPoint de l'ONU dont je vous parlais. Pour savoir quelles ont été finalement les conséquences de cet échec en fait, de résolution de conflits et de ces 50 ans d'occupation continue militaire israélienne à la fois à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Je vais retrouver mes petites feuilles parce que c'est un PowerPoint un petit peu technique et donc j'aimerais bien vous le faire dans l'ordre. On va commencer par Gaza. Gaza, c'est un territoire que je connais assez bien parce que j'y ai travaillé en tant qu'humanitaire dans une organisation de santé mentale pendant 7 mois. J'y suis retournée l'année d'après 2 mois aussi. Et c'est un territoire où j'ai eu la chance de pouvoir rentrer parce que c'était en 2012 et 2013, à savoir c'était les années Morsi. Et c'était les années où en gros le checkpoint de Rafah, moi je suis rentrée par l'Égypte, où le checkpoint de Rafah était ouvert, plus ou moins. En fait. Et c'est les seuls moments dans les... Maintenant, on est à quoi ? De 2007 on est à 12 années de blocus. Sur les 12 ans de blocus, c'est à peu près les 2 seules années où vous pouviez à peu près passer par Rafah quand vous étiez international. Maintenant, Rafah est complètement fermé depuis que Sisi a repris le pouvoir. Et donc, moi, j'ai pu bénéficier un petit peu de cette fenêtre pour pouvoir rentrer à Rafah. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et que je vous explique un petit peu la complication les complications à rentrer dans Gaza ? C'est parce que Gaza est sous blocus, effectivement, depuis 12 ans maintenant. Total militaire israélien, à la fois maritime, aérien et terrestre, voilà. Et donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu avant de partir sur Gaza. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Ça c'est les chiffres de l'OCHA qui datent d'octobre dernier. Donc ça vous montre que sur une population palestinienne qui vit en Palestine de 5 millions de personnes, on a 2,5 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire, à savoir 50% de la population. C'est énorme. Et au niveau de la bande de Gaza, donc Gaza, c'est une enclave palestinienne de 2 millions d'habitants
qui est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Et sur ces 2 millions d'habitants, vous avez 1,6 million de personnes qui sont en besoin d'assistance humanitaire. Donc bien plus que... on est sur du 75%. Ouais, un peu plus. C'est ça. Je suis nulle aussi en statistiques. Alors, on est parti sur la formidable slide interactive. Est-ce que je vais pouvoir cliquer sur les choses? Ouais, ça va être plus simple. Alors, Gaza, donc, c'est un territoire donc là c'est 1,9 million, mais en fait on est bien à 2 millions d'habitants, qui contient 70% de réfugiés, principalement de la Nakba. Donc la Nakba, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Donc c'est 1948, ce qu'on appelle, c'est le terme arabe pour la grande catastrophe, où vous avez 750 000 à 800 000 Palestiniens qui ont été déplacés, soit en Cisjordanie, soit à Gaza, ou hors du territoire désormais, ce qu'on appelle, ce qui représente le territoire israélien, pour être déplacés dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie ou en Jordanie. Et donc Gaza contient 70% de cette population de réfugiés. Enfin, 70% de la population de Gaza, est réfugiée. Donc ce sont souvent des Palestiniens qui viennent des villages aux alentours, en fait, qui se sont réfugiés à Gaza pendant la guerre de 48. Gaza, donc, comme je le disais, c'est une enclave qui est sous blocus à la fois terrestre. Donc là, vous avez la barrière dont vous avez probablement beaucoup entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les manifestations, en fait même cette dernière année, parce qu'on a fêté la première année des manifestations, ce qu'on appelle la Great March of Return, la Grande Marche du Retour, qui étaient des manifestations organisées à la base par la société civile palestinienne, qui ont été effectivement un peu récupérées par le Hamas et les autres organisations politiques palestiniennes, et qui est en fait une marche vers cette bordure, vers cette frontière, tout en sachant que cette frontière est très très lourdement militairement gardée par Israël, et que vous avez, quand vous vous approchez de cette frontière, en fait, une ligne, ce qu'on appelle une buffer zone, donc un no man's land, en fait, qu'on voit en rouge, qui est en fait une zone de à peu près 1 kilomètre, un petit peu moins d'1 kilomètre peut-être, où c'est une zone de danger de mort. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui s'approche, qui rentre dans ce périmètre-là, de ces 1 kilomètre, donc on n'est même pas à la frontière en fait, on est 1 kilomètre avant. Donc n'importe quelle personne qui s'approche de cette frontière, de cette zone-là rouge, risque de mourir, se fait tirer par des snipers. Le problème, c'est que cette zone rouge, c'est une zone de terres qui sont cultivées, en fait, et qui appartiennent à des fermiers et à des agriculteurs palestiniens gazaouis. Et donc, c'est un gros problème, et ça pose de gros problèmes d'accès aux terres, en fait, pour la population palestinienne, qui ne peut plus accéder à ces terres parce que ces terres sont dans cette fameuse zone rouge. Et donc, effectivement, la marche du retour, c'était des camps. Donc on peut, je pense qu'il y a une slide en plus qu'il met. Je montrerai plus tard si ça vous intéresse exactement où étaient positionnés les camps en fait et où se passaient exactement les manifestations. Et on a eu, comme vous le savez, des centaines de morts et des dizaines, voire des dizaines de milliers de blessés. Je pense que ça se compte en dizaines de milliers, avec des blessures de guerre que les médecins qui travaillent pour Médecins sans frontières à Gaza n'ont jamais vu. C'est-à-dire ils ont fait un communiqué officiel pour dire Israël est en train de tester des armes sur les manifestants de la Great March of Return. Les blessures de guerre que l'on voit à l'heure actuelle sur les membres inférieurs et supérieurs des Palestiniens sur lesquels on a tiré, on n'a jamais vu ça en termes de dégâts. Et c'est des choses qu'on ne peut évidemment pas opérer à Gaza, avec les infrastructures qui sont à disponibilité à Gaza. Et il disait même, c'est tellement grave ce qu'on voit en termes de destruction des membres, que même si vous étiez dans le meilleur hôpital de Londres, les meilleurs chirurgiens ne pourraient rien faire, on serait obligé d'amputer dans tous les cas. Donc on a, et ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement pendant les guerres à Gaza, il y a plusieurs types d'armes qui sont testées et qui sont ensuite effectivement revendues sur le marché par Israël avec le logo Field Proofed. Field Proof, parce que c'est prouvé, ça a été testé sur le terrain, et c'est là l'une des grandes marques de fabrique du complexe militaro-industriel israélien malheureusement, c'est qu'effectivement c'est régulièrement testé sur le terrain. Donc vous avez cette barrière terrestre. Vous avez une barrière maritime. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, exécuter la macro, oui, désolé. Je ne vais pas tuer cet ordinateur.
qui est désormais à 6000 nautiques, mais était à 3000 nautiques pendant un long moment. En tout cas, quand j'y étais, c'était 3000 nautiques. Donc, en gros, quand vous êtes un pêcheur, la pêche, l'industrie de la pêche à Gaza, c'est l'une des industries les plus importantes pour faire vivre le territoire. Et quand vous êtes pêcheur à Gaza, vous n'avez pas du tout le droit de dépasser cette limite, en fait, des 6000 nautiques. Donc, vous vous retrouvez dans un environnement où les ressources en pêche sont effectivement extrêmement restreintes et s'appauvrissent, puisque vous avez une surpêche, en fait. Vous avez un problème de surpêche, puisque vous ne pouvez pas dépasser ces limites de blocus-là. Et vous avez aussi un problème d'appauvrissement des zones de pêche, et également un énorme problème de pollution. Et on va y revenir plus tard, parce que ce blocus-là fait que Israël considère que énormément de biens ne peuvent pas rentrer à Gaza parce que c'est des biens qui sont considérés comme à double usage. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bien à double usage? C'est un bien qui est considéré par Israël comme pouvant être dévié de son utilisation première par le Hamas ou par d'autres groupes politiques palestiniens pour en faire une arme de guerre, par exemple. Mais pour vous dire l'ampleur des biens à double usage considérés par Israéliens, enfin sur la liste des Israéliens, le béton est un bien à double usage, par exemple. C'est parce que le béton peut être utilisé pour construire des tunnels. Et donc c'est pour ça qu'on a énormément de problèmes au niveau des organisations humanitaires sur place pour faire de la reconstruction après la guerre de 2014, parce que le béton est considéré comme un bien à double usage et qu'Israël ne refuse que le béton soit en fait acheminé à l'intérieur de Gaza, même si il est utilisé par les organisations internationales. C'est-à-dire que là on ne parle même pas de l'acheminer pour le Hamas, on parle de l'acheminer pour l'ONU. Et Israël a refusé pendant très longtemps. Il y a des négociations énormes qui sont mises en place pour pouvoir faire rentrer ce type de biens. Et donc vous imaginez bien que des matériaux chimiques pour faire des centrales de traitement des eaux usées, ça ne rentre pas. Si le béton ne rentre pas, ce genre de choses ne rentre pas non plus. Et donc quelle est la conséquence du fait qu'il n'y ait pas de centrale de traitement des eaux usées ou de centrale de traitement des déchets? Vous avez à peu près 100 millions, enfin même pas à peu près, c'est un chiffre exact, 100 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont déversés directement dans la mer Méditerranée par jour. Par jour. Je vais vous montrer des photos que j'ai prises des pipes, enfin bon, vous avez compris, qui déversent ça directement. Ça crée une crise sanitaire énorme. Et c'est un vrai problème sanitaire pour la population. Et donc, comment est-ce que vous faites pour sortir de Gaza? Eh bien, à la base, vous aviez plusieurs checkpoints. Maintenant, vous n'en avez plus que 2. C'est-à-dire, enfin, vous en avez 3, mais 2 pour les personnes. Donc, les 2 pour les personnes, c'est donc le checkpoint de Rafah dont je parlais, qui est au sud avec l'Égypte, et le checkpoint d'Erez qui est au nord, qui est un checkpoint géré par Israël et qui fait le lien entre Gaza et Israël, qui est généralement le checkpoint utilisé par les staffs internationaux, les diplomates, les journalistes, etc. Si vous êtes palestinien et que vous voulez sortir de la bande de Gaza, il vous faut un permis, même du côté égyptien. Et ce permis, il est extrêmement difficile à avoir. Il est souvent pour des raisons médicales. Et même pour des raisons, parce que les infrastructures de Gaza, comme je le disais, ne permettent pas de soigner, par exemple, les cancers, parce que vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas de chimio. Vous ne pouvez pas avoir de chimio parce que les matériaux ne peuvent pas rentrer. Donc vous avez besoin de vous faire traiter dans les hôpitaux de Jérusalem ou d'Israël. Et donc vous avez besoin d'un permis. Et ces permis sont régulièrement refusés. Et vous avez des listes d'attente complètement hallucinantes pour pouvoir sortir de la bande de Gaza. Et le seul checkpoint de marchandises qui est encore en activité, c'est le checkpoint de Kerem Shalom que vous voyez ici. Et qui, pour vous montrer un petit peu comment ça a impacté, le blocus a impacté l'économie de Gaza, parce qu'on est dans une situation de dédéveloppement à Gaza. C'est-à-dire que vous avez des rapports de l'ONU qui disent que Gaza, si les conditions actuelles restent telles quelles, Gaza ne sera plus un territoire vivable en 2020. Mais en fait, on y est déjà. C'est-à-dire que vous avez 99% de la nappe phréatique de la bande de Gaza, qui est sous la bande de Gaza, qui est utilisée à des fins d'agriculture et qui n'est plus potable. Donc vous ne pouvez plus utiliser cette eau-là. Donc les Gazaouis doivent, moi y compris à l'époque, c'est-à-dire que cette eau n'est tellement pas potable que vous ne pouvez même pas la faire bouillir pour la boire. Elle est salée. Il y a des infiltrations en fait d'eau de mer dans cette eau, en plus des pesticides, etc. Vous avez des infiltrations d'eau de mer, pas des pesticides, pardon, des eaux usées. Vous avez des infiltrations d'eau de mer qui font que cette eau est complètement... vous ne pouvez même pas l'utiliser pour vous brosser les dents. Donc vous devez tout faire à l'eau minérale. Donc l'eau minérale, ça coûte cher. C'est un budget, et c'est un vrai budget. Vous avez un budget eau minérale à Gaza, si vous voulez vivre à Gaza. Vous ne pouvez pas, si vous voulez vous laver avec l'eau, vous êtes obligé de vous laver avec cette eau-là. Vous n'allez pas vous laver avec l'eau minérale. Vous avez quand même besoin de vous laver avec l'eau minérale pendant au moins une fois par semaine, si vous ne voulez pas avoir des problèmes de peau. Juste pour vous montrer un petit peu l'impact, ça,
c'est le nombre de ce qu'on appelle de truckload, donc de camions de marchandises qui avaient le droit de sortir de Gaza à partir du blocus. Donc c'est-à-dire que par mois. Donc là, si vous regardez bien, au début du blocus, vous avez eu 17 camions. Non, donc en 2008, c'est encore plus intéressant. En 2008, vous avez eu par mois 3 camions de marchandises qui ont été autorisés à sortir de Gaza pour pouvoir faire du commerce avec l'extérieur. 3 camions pour 2 millions de personnes. C'est complètement... Enfin, ça donc, c'est pour vous montrer comment ça a détruit complètement l'économie de Gaza. Et on a eu une chute du PIB de Gaza. Et Gaza est effectivement en situation de développement. Ça va un peu mieux depuis la guerre de 2014, où il y a eu énormément de pression internationale en fait, pour réouvrir un petit peu, pour redonner un petit peu d'oxygène à la bande de Gaza. Mais on en est toujours à, effectivement... le maximum qu'on a atteint en 2018, c'était 350 camions par jour, ce qui est effectivement beaucoup mieux que les premières années du blocus, mais c'est toujours pas suffisant. Je vais pas m'attarder trop. Si vous avez des questions sur Gaza, on y reviendra. Donc effectivement, ça c'est les rapports de l'ONU. Donc c'est à savoir, il manque encore 120 000 unités de maisons, de vie à reconstruire après la guerre de 2014. Donc là, vous avez 120 000 personnes qui n'ont pas de maison encore à Gaza, à cause justement des problèmes de ciment, etc. Vous avez besoin de 900 écoles supplémentaires pour pouvoir effectuer une éducation convenable. Donc c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des doubles shifts. Donc les écoles, il n'y a tellement pas assez d'écoles qu'en fait, vous avez la classe coupée en deux. Donc vous avez des classes qui ont cours juste le matin et après des classes juste l'après-midi. Donc en gros, vous avez cours que le matin ou l'après-midi, vous n'avez pas cours toute la journée. Parce qu'il n'y a pas de place dans les écoles. Vous avez effectivement des problèmes économiques, comme je disais, des problèmes de santé, parce que le matériel de santé est outdated, ne rentre plus, donc vous avez des problèmes est périmé, et vous avez effectivement des problèmes d'eau, comme je vous le disais. Donc ça, c'est le checkpoint de Rafah. Alors on a l'impression que c'est hyper sympa comme ça, mais en fait, c'est un enfer sur terre hein, pour rentrer là-dedans. Moi, ça m'a pris 5 jours. Ça, c'est la première porte du côté égyptien que vous voyez. Donc quand vous arrivez à Rafah, si un jour vous allez faire de l'humanitaire à Gaza, peut-être qu'il y en a qui en sont déjà passés par Rafah, je ne sais pas. C'est ce que vous voyez. Donc là, vous avez cette grille et vous devez donner aux gardes égyptiens votre passeport et votre laissez-passer, en fait, qui prouve que vous avez une coordination avec le Hamas de l'autre côté pour pouvoir rentrer. Et généralement, si vous graissez pas la patte des agents sur place ou que vous n'avez pas des contacts très très haut placés dans la Mukhabarat égyptienne, c'est très compliqué pour vous de rentrer. Ça a été mon cas. Ça, c'est une vue de Gaza pour vous montrer la proximité avec Israël. Ce qu'on voit derrière, c'est la ville d'Ashkelon. Donc c'est une ville, les deux grandes. Ça c'est la ville d'Ashkelon en fait. Donc c'est pour vous montrer un peu la proximité entre la bande de Gaza et ça c'est le pipeline qui vient extraire le pétrole de la Méditerranée. Ça a été l'enjeu d'un grand débat d'ailleurs sur à qui est ce pétrole et est-ce que c'est pas aux Palestiniens de devoir gérer ce pétrole-là. Ça c'est pour vous montrer la densité de population de la bande de Gaza. Donc ça a été pris d'un toit de Gaza City, où effectivement vous avez... donc imaginez quand vous avez une guerre et quand vous avez un bombardement dans Gaza, vous avez un bombardement au milieu de ça. Donc effectivement les dommages collatéraux sont énormes et que même si vous avez une armée avec l'une des armes, enfin le système d'armement parmi les plus précis au monde, vous pouvez pas être précis avec autant de densité de population et vous êtes obligé de faire de toute façon des dommages collatéraux, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est un centre de l'UNRWA de délivrement de la nourriture. Et ça, c'est pour vous expliquer, ça c'est une décharge à ciel ouvert, c'est l'une des 2 plus grosses décharges à ciel ouvert de Gaza. Donc en fait, en gros, les ordures, vu qu'il n'y a pas de traitement, sont juste empilées et sont brûlées. Donc elle est à Der El Bala, celle-là, elle est au milieu de la bande de Gaza. Et voilà, ça c'est l'une des fameuses pipelines qui déversent donc les eaux usées dans la mer Méditerranée directement. Donc vous avez des enfants qui jouent dedans. Et le problème, c'est que la seule distraction que les Gazaouis ont, c'est la mer. La mer, c'est super important dans la psyché gazaoui. C'est très très important. C'est le seul espace d'horizon en fait qu'ils ont et qui leur permet donc de pouvoir un peu survivre. Donc vous avez tout est dirigé. C'est vraiment un peuple de pêcheurs. Donc tout est dirigé vers la mer. Et donc effectivement, ça c'est un vendredi soir ou un jeudi soir, je sais plus. Et donc effectivement, tout le monde va se baigner et les gens se baignent dans des ordures. Enfin, vraiment littéralement dans les ordures.
Et donc effectivement, pour que tout ça s'arrête, il faut mettre fin au blocus. Comme chacun le sait, ce n'est pas du tout encore le cas. On passe à l'aspect... Il me reste combien de temps là? Parce que là, il me reste 15 minutes pour faire Jérusalem-Est et la Cisjordanie, c'est très bien. Je me dépêche. Alors... La Cisjordanie, cette carte, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de vraiment prendre conscience de ce que c'est que la colonisation et de ce que c'est et de vraiment des privations de liberté de mouvement de la population palestinienne dans le territoire de la Cisjordanie. Alors, la population civile en Cisjordanie, elle est soumise à un système de contrôle qui est vraiment un système complexe et qui a plusieurs niveaux en fait. Et ce système, il aboutit à une liberté de mouvement extrêmement restreinte. Et à une incapacité des Palestiniens, ou en tout cas une capacité très restreinte des Palestiniens à utiliser à la fois leurs terres et leurs ressources naturelles, et à se mouvoir même à l'intérieur de la Cisjordanie. Donc, pour reprendre un petit peu les bases d'Oslo, donc vous rappelez, Oslo était divisé la Cisjordanie en 3 zones. Donc on a la zone C, qui est en bleu, qui représente 60% de la Cisjordanie, et qui inclut à peu près une population de 300 000 Palestiniens. Donc globalement, c'est pas là où sont les foyers de peuplement palestiniens, mais il y a quand même 300 000 Palestiniens qui vivent en zone C. Ensuite, vous avez donc cette zone C, elle est sous contrôle militaire israélien total, et elle contient des réserves de terre qui sont d'une importance majeure pour le développement et pour la vie quotidienne de la population, mais qui sont inaccessibles en fait à la population. Vous avez ensuite la zone A et la zone B, donc qui sont les zones en jaune, qui sont des zones qui correspondent le plus aux foyers de peuplement palestinien, qui sont 40% de la Cisjordanie. Et je vais juste vous montrer pourquoi. En fait, elles correspondent pratiquement aux communautés palestiniennes. Donc les communautés palestiniennes, c'est les petits points que je viens de rajouter en fait. Donc effectivement, vous voyez bien que quand même la majorité de la population palestinienne vit en zone A et B. Mais là où le problème, quel est le problème de la zone C? La zone C, c'est un problème parce qu'elle est complètement administrée par les Israéliens, et c'est une zone qui est inaccessible aux Palestiniens dans le sens où vous n'avez pas le droit, quand vous êtes palestinien, de construire quoi que ce soit dans cette zone. Parce qu'ils vous font un permis, mais il n'y a aucun permis qui n'est délivré en fait par Israël. Et c'est une zone qui est surtout utilisée par les Israéliens pour étendre les colonies israéliennes. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par colonie israélienne. Les colonies israéliennes, c'est environ 600 000 colons dans la Cisjordanie, donc qui sont principalement rassemblés dans la zone C, effectivement. Et vous rajoutez à ça 200 000 à 250 000 colons dans Jérusalem-Est, et on va voir un peu plus précisément comment est-ce qu'ils sont répartis. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de parler de la colonisation? La colonisation, en fait, elle est tellement... C'est l'un des points d'achoppement du conflit, parce qu'à cause de cette colonisation, on considère que la solution à 2 États est morte. Parce que vous n'avez pas, comme vous pouvez le voir, vous avez des espèces de petits îlots, en fait. Vous n'avez pas de territoire continu. Donc, je vais vous montrer un petit peu où sont les principaux foyers de colonisation. Tout ça, c'est des colonies. Tout ce qui est en violet. Donc vous voyez bien que c'est vraiment très profondément implanté en fait dans la Cisjordanie. Et ces colonies-là, elles sont à la fois protégées par l'armée israélienne et elles sont reliées par un système de routes, un maillage de routes qui est interdit d'emprunt par les Palestiniens. Quand vous êtes palestinien, vous n'avez pas le droit d'emprunter ces routes. Donc si vous êtes palestinien par exemple et que vous voulez aller de Hébron à Naplouse, à vol d'oiseau, c'est pas si grand parce que là on ne parle pas d'un territoire très très grand, mais ça va vous prendre environ 5 heures de route. Parce que vous allez devoir passer par à la fois donc, des routes qui contournent en fait toutes les routes qui relient toutes ces colonies-là. Vous allez avoir un certain nombre de checkpoints à passer et de barrières qui vont vous ralentir. Donc je vais vous mettre un petit peu les barrières. Voilà. Donc tout ce que vous voyez en rouge, ce sont des checkpoints. Donc quand vous arrivez à un point rouge et que vous êtes palestinien, vous devez vous arrêter, soit passer le checkpoint à pied, soit le passer en voiture. Montrez vos papiers, et ça peut des fois, si le soldat ou la soldate est sympa, ça prend 2 minutes. Si le soldat ou la soldate n'est pas sympa, ça peut prendre une demi-journée. Et donc vous n'avez aucun moyen de prévoir vos trajets en fait. Donc c'est vraiment et ça ne concerne pas que les Palestiniens. Enfin, je pense que toi tu étais en Cisjordanie, tu sais bien ce que c'est que de prendre les taxis collectifs et de se faire arrêter pendant des heures au checkpoint. Ça pose énormément de problèmes en termes de liberté de mouvement. La population de colons, elle a quasiment doublé en 20 ans. Donc on a une vraie stratégie délibérée en fait de colonisation et d'annexion en fait de la zone C de la Cisjordanie.
Et en plus de toutes ces restrictions-là, vous avez donc les colonies sont évidemment absolument inaccessibles pour les Palestiniens. Aucun Palestinien ne peut rentrer dans ces colonies. Et il n'y a pas que les colonies en elles-mêmes, il y a l'espace qui est dédié et qui est réservé par Israël pour l'expansion de ces colonies. Alors cet espace-là, je vais vous le montrer. On enlève les closures. Ça, alors non, c'est pas ce que je voulais. Il est où? Il est là. Ça, c'est l'espace qui est considéré comme la municipalité régionale des colonies, qui est en fait un espace qui est prévu pour l'expansion des colonies. Voilà. Donc tout cet espace-là, c'est un espace réservé pour l'expansion des colonies naturelles, en fait. Donc c'est un espace où les Palestiniens n'ont pas le droit de construire, n'ont pas le droit de vivre, et sont régulièrement délocalisés. Et donc ça fait à peu près 42,7% de la Cisjordanie, ce qui est quand même énorme. Donc c'était pour vous montrer un petit peu comment est-ce que vous avez vraiment une accaparation des terres. Je vais retirer les colonies et je vais vous mettre maintenant un autre espace en fait qui a été créé par Israël pour pouvoir empêcher les Palestiniens d'accéder à ces terres-là. C'est ce qu'on appelle les zones militaires. Donc les zones militaires, c'est effectivement encore une fois des zones qui sont complètement inaccessibles à la population palestinienne. Ces zones-là, les Palestiniens ne peuvent pas y vivre, ne peuvent pas y construire. Et c'est des zones très très dangereuses parce qu'effectivement, c'est des zones où il y a régulièrement des tirs et des exercices militaires. Vous rajoutez à ça les réserves naturelles, qui sont inconstructibles également. Et si vous rajoutez à ça les colonies et leur espace de colonie, et l'espace d'expansion, toutes ces zones-là sont complètement inaccessibles en fait à la population palestinienne. Donc on rajoute les checkpoints. Donc tout ça c'est des zones extrêmement compliquées d'accès pour les Palestiniens. Et vous rajoutez enfin la fameuse barrière. On va virer le reste parce que là on ne voit pas très bien. Comment est-ce que la barrière rentre et ne suit pas le tracé de la ligne verte. Voilà. Donc pourquoi c'est intéressant de voir le tracé du mur? Le mur, tout le monde en a entendu parler. Donc, le mur, ça a été entrepris, la construction du mur a été entreprise en 2003 par Ariel Sharon. À la base, la rhétorique qui était derrière la construction de ce mur, c'était de protéger les Israéliens des suicide bombers palestiniens pendant la seconde intifada. Donc de protéger, en fait, d'éviter que des Palestiniens ne viennent se faire sauter dans les bus à Tel Aviv. Donc en les contraignant physiquement à rester en fait en Cisjordanie. Et donc le tracé de cette barrière, qui était normalement, qui est censé suivre selon le droit international la ligne verte, qui est la ligne qui correspond à la ligne de frontière de la Cisjordanie, vous voyez que le tracé de cette barrière ne suit pas cette ligne. Vous avez 85% du mur qui est à l'intérieur de la Cisjordanie. Vous avez un avis consultatif de la Cour pénale internationale qui a considéré ce mur comme illégal. Et donc, si vous voyez bien, en fait, là où le mur rentre profondément dans la Cisjordanie, c'est pour mettre du bon côté les foyers de peuplement des colonisations, de la colonisation israélienne. Donc, si vous, par exemple, vous remettez les colonies, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, vous voyez que vous avez beaucoup de ces colonies-là qui sont englobées par le mur pour être mises du côté israélien, en fait, à des fins de protection. Et donc, si vous faites une synthèse de tout ça, vous voyez ce qui reste aux Palestiniens, c'est la zone en jaune, en fait. Voilà. Ce qui est accessible aux Palestiniens à l'heure actuelle, c'est les zones qui sont en jaune. Tout le reste est contrôlé par Israël et ça pose un vrai problème en termes de droit international. Alors, j'arrive et je finirai là-dessus avec Jérusalem-Est, qui est un cas très intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, Jérusalem-Est a été annexée et est toujours de facto annexée par Israël depuis 1967. Alors, juste avant de finir ça... Ah, je vous avais pas mis les petites photos, moi je vous les mettrai plus tard. Jérusalem-Est, c'est compliqué. C'est une ville qui est considérée par Israël comme capitale une et indivisible, effectivement, depuis 1967. Et vous avez vraiment une volonté par Israël d'annexer donc Jérusalem, à savoir vraiment de mettre dehors la population palestinienne jérusalémite qui vit à Jérusalem-Est. Donc selon les accords d'Oslo, normalement, en tout cas selon les accords et tous les paramètres des résolutions de l'ONU, Jérusalem est censée être coupée en deux, à savoir que si un potentiel État palestinien un jour voit le jour,
normalement, il doit avoir Jérusalem-Est comme capitale, alors que Jérusalem-Ouest doit revenir à Israël. Le problème, c'est qu'en fait, donc, on a eu le problème de cette annexion en 1967, c'est que les résidents palestiniens qui vivaient à Jérusalem-Est ont été du jour au lendemain transformés en étrangers en fait, au sein d'Israël et ils n'ont pas eu le droit à la citoyenneté israélienne. Donc ces résidents-là de Jérusalem-Est donc, ont la liberté de se mouvoir en dehors de Jérusalem parce qu'ils sont du bon côté du mur. Par contre, ils n'ont pas la citoyenneté israélienne, donc ils n'ont pas le droit de voter. Ils ont ce qu'on appelle une Jérusalem ID. La Jérusalem ID, c'est un statut extrêmement précaire parce que c'est un statut qui ne se transmet pas, par exemple, si vous vous mariez avec un non-jérusalémite. Si par exemple vous êtes de Jérusalem et que vous vous mariez avec quelqu'un de Ramallah, votre statut ne se transmet pas à cette personne de Ramallah. Donc cette personne n'a légalement pas le droit de vivre à Jérusalem avec vous. Ce statut ne se transmet pas non plus à vos enfants, si vous vous mariez en mariage mixte. Donc vous avez une vraie volonté en fait finalement de réduire la population palestinienne avec cette ID. Si par exemple aussi vous partez de votre domicile jérusalémite pendant plus d'1 an, votre Jérusalem ID est révoqué. Donc vous ne pouvez pas partir de chez vous en fait, vous êtes complètement coincé. Donc c'est un vrai problème. Et en plus de ça, vous devez rajouter effectivement le fait qu'il y a des colonies. Donc vous avez environ 200 000 colons qui vivent à l'intérieur de Jérusalem-Est, qui est complètement interdit par le droit international. Et c'est à peu près 40%. La population actuelle, donc c'est 200 000, et c'est 40% de la population totale de Jérusalem-Est. Alors que normalement, Jérusalem-Est est censé être un territoire palestinien. En fait, la différenciation des colonies de Jérusalem avec les colonies que vous avez vues bien implantées en Cisjordanie, c'est que ce sont des colonies qu'on appelle des colonies économiques. Donc en gros, beaucoup de personnes qui vivent dans ces colonies, donc par exemple celle-ci, il me semble que ça c'est Malé Adoumine, ou Pitzak Ze'ev, qui je sais plus, ou Gilo, toutes ces colonies que vous voyez qui sont quand même, là on parle pas de petits villages, là on parle de villes, hein. On parle de villes entières qui sont très très bien reliées à Jérusalem par des systèmes de transport en commun tels que le tram. Tout est fait par le gouvernement pour que les Israéliens ne se rendent pas compte qu'ils sont en territoire occupé. Là, vous avez beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'ils vivent dans une colonie en fait. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des colonies économiques. Pourquoi ? Parce que le gouvernement israélien attribue des allocations en fait des avantages économiques et fiscaux en fait aux Israéliens qui ont besoin de travailler à Jérusalem parce que Jérusalem est un centre économique important d'Israël, mais qui n'ont pas les moyens de se loger à Jérusalem parce que Jérusalem est une ville horriblement chère. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de se loger à Jérusalem, le gouvernement israélien dit vous voyez, on a construit une merveilleuse banlieue de Jérusalem qui s'appelle par exemple Malé Adoumine ou Pitzak Ze'ev. Vous pouvez aller vivre là-bas, vous êtes très bien desservis par les transports en commun, ça fait partie de Jérusalem, ça fait partie du Grand Jérusalem. C'est comme un peu si vous avez pas les moyens de vivre dans le 19e arrondissement de Paris ou à Paris intramuros, vous allez vivre à Montreuil quoi. Et Malé Adoumine, c'est le Montreuil de Paris, c'est le Montreuil de Jérusalem, si vous voulez une. Et donc c'est un vrai problème parce que c'est vraiment des colons qui ne sont pas forcément des colons idéologiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, Dieu nous a donné cette terre, on est là pour... Non, c'est vraiment des colons qui ne savent pas forcément qu'ils le sont, et qui sont là pour des raisons économiques, à savoir c'est beaucoup moins cher, mais à la fois c'est agréable et c'est complètement sécurisé. Et encore une fois, juste pour finir là-dessus, vous avez le mur qui coupe Jérusalem du reste de la Cisjordanie. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous avez les Palestiniens de la Cisjordanie qui n'ont plus accès à Jérusalem. Et Jérusalem est quand même le troisième, la vieille ville de Jérusalem et le Dôme du Rocher, le Haram el-Sharif et la mosquée Al-Aqsa est quand même le troisième le saint des musulmans. Et une grosse partie de la population musulmane de Cisjordanie n'a plus accès à ces lieux saints, et même de la population chrétienne hein, d'ailleurs, n'a plus accès au Saint-Sépulcre non plus, et doit passer par un système de checkpoint. Donc ça, c'est la barrière, encore une fois, dont je vous parlais. Vous voyez comment la barrière englobe toute la partie est de Jérusalem du côté israélien. C'est pour bien vous montrer l'annexion, en fait. C'est-à-dire que là, on a vraiment construit une barrière qui coupe complètement Jérusalem. Donc là, ce que vous voyez à droite, en fait, tout ça, c'est la Cisjordanie. Et donc la barrière, en fait, englobe toutes les colonies du côté israélien. Et donc, là où sont les checkpoints, tout ça, c'est des checkpoints pour si vous voulez rentrer dans Jérusalem. Et il n'y a que, parmi ces checkpoints, il y en a seulement 3 qui sont utilisables par les Palestiniens. Le checkpoint de Kalandia, le checkpoint du sud, je ne sais plus comment il s'appelle,
Et il y en a un troisième. Ouais, il y a seulement sur les 13 checkpoints. Donc les autres checkpoints sont destinés à la population, soit aux colons, soit aux staffs internationaux. Et donc, parmi ces checkpoints, vous en avez seulement 3 qui sont utilisables par les Palestiniens. Pour pouvoir passer ce checkpoint, vous devez avoir une Jérusalem ID, ou vous devez avoir un permis qui vous permet de passer à Jérusalem, en fait. C'est-à-dire que la plupart des Palestiniens n'ont plus ce permis-là. Ça, pour les Palestiniens qui vivent de l'autre côté du mur et qui doivent se rendre à leur lieu de travail à Jérusalem, ça les fait se lever à 3 à 4 heures du matin pour avoir des heures et des heures d'attente pour pouvoir être capable de passer et de rentrer à Jérusalem. Et l'autre problème que ça pose, c'est que ça disloque des communautés, en fait. Je vous montre en fait, parce que le tracé du mur n'a pas du tout évidemment pris en compte les communautés palestiniennes ou quoi que ce soit. Il a surtout pris en compte les colonies, mais pas du tout les communautés palestiniennes. Donc je vous montre un petit peu comment Donc là vous avez ici des colonies pas des colonies, des foyers de peuplement palestiniens qui sont coupés en deux. C'est-à-dire que vous avez la barrière qui a littéralement coupé en deux le village palestinien sur lequel elle passe. Et donc vous avez des communautés qui sont complètement disloquées en fait. Donc il y en a une qui vit d'un côté de la barrière, l'autre qui vit de l'autre. Et vous avez aussi des communautés qui sont isolées, à savoir que la barrière à Jérusalem fait vraiment une espèce de méandre qui fait qu'en fait, vous avez des communautés qui sont isolées. Donc toutes ces communautés-là, elles sont coincées en fait, plus ou moins, entre deux parties de la barrière, dans une zone de non-droit qui est considérée comme une zone C. Donc en fait, personne ne s'en occupe. Et elles sont vraiment littéralement isolées. Et vous avez évidemment énormément de dépossessions de maisons et d'éviction de la population palestinienne qui vit. Donc la communauté palestinienne, je vous montre à peu près, voilà, vous avez Bethléem, Ramallah. Et vous avez énormément donc, de démolitions dans les quartiers traditionnels palestiniens de Jérusalem-Est, comme Silwan ou comme Sherjara. Et vous avez effectivement des évictions également, donc surtout dans la partie qui est la plus proche de la vieille ville, où vous avez carrément des maisons qui sont prises par les colons et par les Israéliens pour les donner en fait aux colons. Et c'est un vrai problème aussi également. Je pourrais vous montrer encore plein d'autres slides, mais je vais m'arrêter là. Je vais juste vous montrer un petit peu des photos pour vous montrer un peu ce que c'est que le mur, les colonies, etc. Alors ça vous montre un peu la promiscuité des colonies avec les villages palestiniens. Donc ce que vous voyez dans le fond, généralement les villages palestiniens ils sont reconnaissables parce que c'est des tours blanches avec des réservoirs d'eau noire en fait. Donc quand vous voyez des tours blanches avec des réservoirs d'eau noire, c'est des villages palestiniens. Quand vous voyez des belles maisons avec du vert et des toits bleus, des toits blancs, des toits rouges et un peu de bleu parce que généralement il y a des piscines, c'est des colonies israéliennes. Des colonies israéliennes sont approvisionnées en eau. Elles ont le tout à l'égout, elles font partie d'un système en fait de tout à l'égout et d'approvisionnement en eau qui est complètement déconnecté des villages palestiniens. Et elles ont beaucoup plus accès à l'eau et aux ressources naturelles que les Palestiniens eux-mêmes. Donc c'est pour vous montrer en fait en quoi c'est vraiment important de comprendre que les Palestiniens, quand ils se lèvent tous les jours, la colonisation, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leurs fenêtres, ils voient une colonie, en fait. Quand on vous dit qu'il y a des colonies presque sur toutes les collines, c'est vraiment, effectivement, à l'heure actuelle, le cas avec ces 650 000 colons qui vivent du côté cisjordanien. Ça, c'est le mur du côté du checkpoint de Kalandia, qui est le principal checkpoint qui relie Ramallah à Jérusalem. Et c'est un checkpoint, c'est un lieu de friction très, très important où il y a régulièrement des manifestations, etc., de Palestiniens. Ça c'est encore une fois le mur pour vous montrer un petit peu des images du mur. Ça c'est à Jérusalem, voilà, c'est encore une fois c'est pour vous montrer le tracé du mur. Ça c'est un checkpoint, c'est le checkpoint de Kalandia. Donc vous voyez, vous arrêtez en fait, c'est stop for inspection, vous vous arrêtez là, vous montrez vos papiers. Encore une fois, ça c'est le checkpoint de Kalandia. Donc là vous avez les voitures. Donc de l'autre côté du mur vous avez Kalandia puis Ramallah. Donc vous avez la partie palestinienne. Donc là c'est toutes ces voitures là que vous voyez, c'est la fin. Vous voyez c'est la lumière de la fin de la journée. Donc c'est toutes les voitures qui rentrent chez elles en fait. Donc pour aller de Jérusalem à Ramallah vous avez zéro souci. Et par contre pour aller le matin de Ramallah à Jérusalem, là c'est un vrai bazar parce que vous avez effectivement besoin de montrer patte blanche. Donc ça encore une fois c'est le mur. Et je vais juste vous montrer une enclave. Ça, c'est intéressant parce que là, vous avez un espèce de résumé de la situation. Donc, vous avez le mur en premier plan. Vous avez une communauté palestinienne avec une mosquée. Et derrière, vous avez des colonies. Donc, vous avez en fait une communauté qui est complètement encerclée par le mur, là. Et vous avez juste derrière une colonie qui a été construite de manière très, très proche.
Voilà, c'était pour vous faire un petit point sur ce que c'est que l'occupation et comment est-ce que l'occupation impacte en fait la population palestinienne. Et je sais que c'est très très déprimant. Et encore une fois, toutes ces données-là, c'est pas moi qui les invente, c'est des données de l'ONU qui sont régulièrement mises à jour. Tout ça, c'est disponible sur leur site internet. Si vous avez envie d'avoir des très jolies cartes qui vous montrent les processus d'annexion et de colonisation, je vous invite à aller sur leur site qui est très très bien fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors j'ai une première question à vous poser par rapport justement à la situation à Jérusalem-Est. Je sais qu'il y a certaines organisations qui en fait mettent une politique de rachat obligatoire de certains logements palestiniens, où en fait certains Palestiniens sont presque forcés de vendre leur logement, ou parfois ils se voient offrir entre guillemets des prestations plus ou moins illicites pour les encourager à le faire. Et du coup, je me demandais un petit peu comment se positionner, disons, la société israélienne en général par rapport à ce genre de choses. Est-ce que c'est su et comment c'est perçu et quel est le rôle de l'État israélien dans ces agissements? Alors l'État israélien est dans une stratégie, enfin encore une fois, d'annexion. Donc c'est-à-dire que l'État israélien encourage ces pratiques. L'État israélien en fait fournit des permis de démolition. En fait, les permis de démolition qui sont accordés pour démolir les maisons, les quartiers palestiniens, c'est l'État israélien qui les délivre. Donc si vous regardez un peu les démolitions, je crois qu'il y a il y a 939 structures qui sont démolies depuis 2000 et ce qu'on appelle les 1500 ordres qui sont en suspens, c'est des ordres qui sont donnés par le gouvernement israélien en fait. C'est pas les colons qui le font de manière unilatérale et qui le font de leur propre chef. C'est une politique délibérée de l'État israélien. Il y a aussi donc tout ce qui est éviction et dépossession de maisons. C'est également une politique délibérée de l'État israélien. Donc vous avez à peu près 130 personnes en 2009-2010 là, qui ont été évincées de leur maison, donc pour que leur maison soit donc remise à des colons. Et vous avez à peu près 500 foyers. C'est 130 personnes, 130 foyers, pardon. Et vous avez 500 foyers en ce moment qui sont à risque de se faire déposséder de leur maison. Encore une fois, ça, c'est l'État d'Israël qui se repose sur des lois. En fait, le problème, c'est que la loi ancestrale palestinienne en termes de possession de maison et de propriété se repose sur la loi ottomane des Donom. Et c'est une loi principalement orale, en fait. Enfin, il n'y a pas de papier qui prouve la propriété de ces Palestiniens sur ces maisons. Et donc Israël utilise cette loi, en fait, utilise cette faille juridique dans le système pour pouvoir créer des papiers disant non mais vous voyez cette maison-là, en fait elle nous appartient parce qu'on a réussi à prouver par A plus B avec des avocats que cette maison-là n'est pas palestinienne mais elle appartient bien à une communauté israélienne, etc. Donc vous avez ce problème-là. Le deuxième problème dont tu parles, c'est effectivement un problème qui est de plus en plus important à Jérusalem, où en fait, effectivement, comme je le disais, Jérusalem est une ville très chère, et vous avez une population palestinienne qui a énormément de soucis d'argent, qui est une population assez pauvre en fait à Jérusalem-Est, et vous avez effectivement des colons qui viennent tout simplement proposer aux Palestiniens de leur acheter leur maison. Donc qui ne les évincent pas, mais qui leur proposent, et qui leur proposent beaucoup d'argent. Et les Palestiniens, vous en avez qui effectivement acceptent, en disant parce que s'ils n'acceptent pas, de toute façon, ça veut dire qu'ils vont se faire harceler. Vous avez beaucoup de violence pour pouvoir permettre ces évictions de maisons et ces démolitions de maisons. Et vous savez que, quelque chose à noter de très important, quand un Palestinien se fait démolir sa maison, il doit payer la note de la démolition de sa propre maison. Ça, c'est le cas à Jérusalem-Est et c'est le cas en zone C et c'est le cas quand n'importe quel ordre de démolition est donné par Israël. Une fois que la structure est démolie, c'est les Palestiniens qui doivent payer la note de la démolition de leur propre maison. Parce qu'ils sont considérés comme fautifs, en fait. Ils n'avaient qu'à pas construire dans une zone où ils n'avaient pas le droit de construire. Et donc tout ça, effectivement, incite un certain nombre de Palestiniens qui sont de plus en plus désespérés à vendre leur maison. Mais ces Palestiniens, quand ils vendent leur maison, sont extrêmement mal perçus par le reste de la population palestinienne, qui les considère comme des traîtres, en disant non mais... Et donc vous avez ce problème-là, vous avez une espèce de tension entre on te donne de l'argent pour que tu partes, là il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas par choix politique et pour rester à Jérusalem. Mais ceux qui acceptent, par contre, sont très 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 mal perçus par la communauté palestinienne, effectivement, parce qu'on les considère comme des traîtres.
Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous êtes intéressé par la question de Jérusalem-Est, allez voir l'organisation B'Tselem. Vous avez dû en entendre parler parce qu'ils ont témoigné à l'ONU, à l'Assemblée générale, enfin le directeur de B'Tselem qui s'appelle... merci pour ton aide. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le directeur de B'Tselem, qui est une organisation israélienne qui éduque en fait la population israélienne, parce que tu me posais aussi la question de savoir comment est-ce que l'opinion israélienne perçoit tout ça. L'opinion israélienne n'est pas du tout au courant de tout ça en fait. Tout est fait en fait de manière à ce qu'on parle de moins en moins du conflit israélo-palestinien et de la question palestinienne. C'est-à-dire que là où il y a 20 ans, dans des élections comme celle qui va se produire à l'heure actuelle, la question palestinienne était une question qui déterminait si vous étiez de gauche ou de droite, qui était une question clairement présente dans les élections, plus personne n'en parle à l'heure actuelle. Ce n'est même plus un sujet, en fait. C'est-à-dire que le seul sujet à la rigueur qui peut exister, c'est si oui ou non on annexe complètement la Cisjordanie. Là, on parle même plus de Jérusalem. Jérusalem, ce n'est même plus un sujet. Jérusalem est la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. Point. Et en plus, les Américains viennent de normaliser encore plus la situation en bougeant leur ambassade là-bas. Donc c'est même plus un sujet en fait. Il n'y a rien qui est remis en question. Et la gauche en Israël est inexistante. Enfin, c'est-à-dire que des organisations comme B'Tselem, par exemple, c'est une minorité d'organisations. Et la gauche n'est pas du tout capable de s'organiser. Et la gauche fait en fait le jeu également de la droite en Israël, à savoir que pour être crédible et légitime pour pouvoir gagner des élections en Israël, vous ne pouvez pas parler de la question palestinienne. Ce n'est pas possible, c'est trop risqué politiquement. Donc finalement, au fur et à mesure, donc le Parti travailliste, qui était l'ancien parti de gauche, à peu près l'équivalent du PS dans ces belles années, en fait finalement a subi à peu près le même sort que le PS, à savoir que le Parti travailliste n'existe plus vraiment et ne touche plus à la question palestinienne parce que c'est un sujet brûlant et c'est un sujet tabou et c'est un sujet qui est sorti du débat public israélien. Et les organisations comme B'Tselem, je reviens là-dessus, ont des menaces de mort. C'est-à-dire que quand ils ont témoigné à l'ONU, ils se sont fait traiter de traîtres, ils se sont fait effectivement menacer de mort. Vous avez le directeur de cette association qui est, il me semble, sous protection policière. Et vous avez effectivement l'ancienne porte-parole de B'Tselem qui s'appelle Sarit Mikaeli, qui a jeté l'éponge, enfin qui travaille toujours mais qui n'est plus exposée comme porte-parole parce qu'elle en avait marre d'avoir des menaces de mort régulièrement en fait. Donc on en est à un stade effectivement, c'est même plus, on n'est plus dans une liberté d'expression sur ce genre de questions, quoi. Alors j'ai une deuxième question. Okay. Bonjour et merci pour votre intervention. On a vu en cours d'économie que le FMI en 2018 a classé la Cisjordanie et Gaza parmi les pays émergents de la région MENA. Concrètement, comment est-ce que c'est possible et comment on peut expliquer ça? Alors, très bonne question, merci beaucoup. C'est très intéressant, c'est un sujet à part entière. Je vous enverrai par mail un rapport extrêmement brillant qui a été écrit par Jeremy Wildeman, qui est un chercheur en post-doctorat à l'heure actuelle au Canada, qui est l'un des plus grands, des meilleurs chercheurs sur l'économie du conflit et sur l'aide effectiveness, la question justement de la paix, de la paix économique. Le FMI et la Banque mondiale sont des institutions qui soutiennent la position américaine en fait de manière générale et qui sont des institutions qui font partie de ce qu'on appelle l'ordre libéral. Donc c'est des institutions néolibérales qui font des recommandations qui sont complètement décontextualisées politiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous regardez les indicateurs économiques palestiniens, vous avez une forme de croissance. Vous avez une forme de bonne gestion institutionnelle qui a été reconnue d'ailleurs par le FMI justement, par la Banque mondiale en disant la Banque mondiale a même, je ne sais plus si c'est le FMI ou la Banque mondiale qui a fait un rapport, qui a produit un rapport disant les Palestiniens sont prêts à avoir un État, ils sont prêts institutionnellement à assumer le coût la gestion administrative d'un État et financière. Le problème c'est qu'effectivement toutes les recommandations qui sont faites par le FMI et la Banque mondiale et qui guident d'ailleurs les principaux bailleurs de fonds dans les priorités stratégiques de où vont aller les fonds et à qui ils vont être attribués, c'est des rapports qui ne parlent jamais de l'occupation. Jamais. L'occupation n'est jamais mentionnée, ou très 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 peu. Si vous regardez les rapports du FMI et de la Banque mondiale, c'est flagrant. Vous avez des rapports qui considèrent la Palestine comme un État, comme un autre, en fait.
ou comme une zone comme une autre, qui n'est pas sous occupation, qui n'est pas dépendante de l'aide, qui n'a pas de problème avec... il faut quand même se rendre compte que plus de 50% du budget de l'autorité palestinienne dépend de l'aide internationale, dépend des États-Unis et dépend... combien de pourcentage dépend du reversement des taxes israéliennes, je ne sais plus. Vous avez une dépendance totale en fait de l'autorité palestinienne et de la Palestine à l'aide internationale et au reversement des taxes israéliennes, qui donne aux Israéliens un levier de pression phénoménal sur les Palestiniens. Si les Palestiniens n'obéissent pas à un ordre donné par les Israéliens, par exemple, les Israéliens coupent la manne. Disent c'est simple, on ne vous reverse pas des taxes. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Par exemple, quand les Palestiniens sont allés à l'ONU en 2012 pour faire reconnaître l'État de Palestine comme État membre de l'Organisation des Nations Unies à part entière, les Israéliens, en représailles, ont refusé de reverser des taxes qui étaient dues aux Palestiniens et qui sont prévues justement par ce qu'on appelle le protocole de Paris. Les Israéliens ont refusé en fait de financer, comme normalement c'est prévu par les accords, les Palestiniens. Et donc le FMI et la Banque mondiale font complètement fi de tout ça. Dépolitisent en fait leur rapport pour en faire un rapport comme si tout était normal et tout était une situation où il n'y a pas d'occupation. Et donc effectivement, quand vous regardez les indicateurs socio-économiques sans prendre en compte l'occupation, Ramallah se porte pas trop mal. Vous avez effectivement une croissance économique à Ramallah avec une espèce de bulle immobilière qui est en train d'exploser, des investissements, etc. Sauf que si vous regardez l'indice Gini, en termes de... L'indice Gini, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Vous avez un indice Gini qui est absolument abominable. Et surtout, vous avez une croissance qui est artificielle. C'est artificiel parce que c'est alimenté par des flux d'aide internationaux qui sont voués à se tarir. Ce n'est pas une croissance qui est pérenne. Et ça, tant que l'occupation sera là, et tant que la solution politique ne sera pas trouvée, cette croissance ne servira à rien. Parce qu'elle est alimentée par un flux d'aide internationale, en fait. Donc elle n'est pas self-sufficient, Et donc non, en fait, c'est ça qui est reproché aux institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, c'est qu'on a très très peu d'analyse politique dans leur rapport. Très très peu. Et donc, je vous parlais de ce rapport de Jeremy Wildeman. C'est un rapport qui analyse, qui fait une analyse de mots-clés de tous les rapports, de tous les donateurs principaux, de tous les bailleurs de fonds principaux de la Palestine, et qui fait une analyse comparée, en fait, de leur discours. C'est très intéressant à voir, et en fait, il analyse à la fois les bailleurs de fonds donc, européens, norvégiens, suédois, américains, canadiens, Banque mondiale, FMI. Il a analysé tous ces rapports-là et il montre combien de fois le mot occupation est utilisé. C'est une catastrophe, je vous le dis tout de suite. Et c'est un rapport, je vous enverrai ce rapport, il est vraiment très bien fait. Il a été fait pour le compte d'une association qui s'appelle EdWatch, qui est une très bonne association qui justement monitore, fait un suivi de l'aide en Palestine et qui explique très très bien en fait pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'effectivement tout va très bien en Palestine en termes économiques alors que ce n'est pas du tout le cas. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez dit que vous avez fait de l'humanitaire dans le domaine de la santé mentale, c'est ça, à Gaza. Et je voulais en savoir plus sur votre expérience et sur ce que vous avez pu constater concernant l'impact de la colonisation sur la santé mentale des Palestiniens. C'est une catastrophe. Je ne vois pas comment dire les choses autrement. Vous avez, donc dans la société palestinienne, comme dans d'autres sociétés du Moyen-Orient, le suicide est tabou. Je pense que vous êtes au courant de ça. Le suicide, la santé mentale est tabou de manière générale. Vous n'allez pas voir de psy, vous n'êtes pas malade, parce que si vous allez voir un psy, ça veut dire que vous êtes fou. Donc, vous avez un vrai problème sociétal d'acceptation du mal-être en fait mental en Palestine, mais on en est à un point tellement désespéré à Gaza, c'est-à-dire que Gaza, vous avez du multitraumatisme en fait. Vous avez 12 ans de blocus, vous avez des guerres tous les 2 ans qui sont absolument destructrices, qui font des milliers de morts et qui détruisent des maisons, qui détruisent des foyers, qui détruisent des familles, qui ont déplacé combien de dizaines de milliers de personnes déplacées sur la dernière guerre, je crois, 70 000, quelque chose comme ça, un peu plus même. Vous avez donc des guerres à répétition qui font des ravages psychologiques immenses. Et vous avez en plus de ça un blocus, effectivement, depuis 12 ans, qui rend Gaza inhabitable. Donc vous n'avez absolument aucune perspective de sortie de crise d'un point de vue économique et social pour les Palestiniens de Gaza. Absolument aucune.
Donc vous avez quel est ce cocktail explosif, il mène à quoi? Il mène à un taux de suicide qui est en train d'exploser. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais je vous conseille d'aller voir un petit peu les interventions de Sama Jabbar, SAMAH, plus loin JABR, qui est la psychiatre en chef de l'hôpital principal de Jérusalem-Est palestinien. Je me souviens plus comment il s'appelle cet hôpital. Et qui parle de manière très intéressante de la santé mentale, parce qu'elle, c'est la chef des services psychiatriques de Palestine, et qui parle de manière très intéressante de la question de la santé mentale en Palestine, et qui dit on a souvent tendance à dire que les Palestiniens sont en PTSD, en syndrome de stress post-traumatique. Elle a dit mais non, mais ça c'est une dénomination occidentale, on n'est pas du tout en post-trauma, on est en trauma continu. Donc on n'est pas du tout... Et le fait d'appliquer cette espèce de norme occidentale en disant, bah voilà, on a tant de chiffres de population en PTSD, etc., PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ça fausse en fait les comptes parce que les gens qui viennent dans mon bureau, les patients que je reçois, c'est pas des patients qui sont en PTSD. C'est pas des patients qui ont eu un... Vous êtes en PTSD quand vous avez eu un accident de voiture et que c'est fini, en fait. Vous n'êtes pas en PTSD quand vous subissez une occupation qui dure depuis 50 ans, que vous avez peur qu'une nouvelle guerre vienne tuer vos enfants, que vous avez des décisions à prendre pendant les guerres à Gaza, comme tous les soirs par exemple, savoir si vous allez répartir vos enfants dans des pièces différentes ou tous dormir dans la même pièce, parce que si jamais il y a une bombe comme ça, soit vous mourrez tous en même temps, soit vous gardez un petit peu une partie de votre famille quand même. Vous avez des décisions comme ça à prendre. Enfin, c'est quand même... Et tout ça, ça donne une population qui est complètement traumatisée et une population qui en est à un stade où moi, j'ai des amis qui ont complètement changé de discours et je le vois, ça fait 10 ans que je vais là-bas. Il y a 10 ans, jamais personne ne m'aurait parlé de santé mentale. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand moi je travaillais au GCMHP, au Gaza Community Mental Health Program, j'ai une amie qui est venue me voir au bout de 6 mois parce que j'étais occidentale et blanche, parce que je n'avais pas de lien avec la communauté palestinienne, pour me dire, écoute, Joanne, j'aimerais te parler de quelque chose, j'ai un problème en fait avec ma fille, dont j'aimerais te parler, mais j'aimerais vraiment que ça reste entre nous. Et je suis en train de me rendre compte que je suis filmée, donc je vais peut-être pas non plus, enfin, je ne donnerai pas trop de détails. Mais en gros, elle me dit, ma fille ne parle plus. Moi, j'étais là-bas en 2012. Hein. La dernière grosse opération, c'était Castled, c'était en 2009. Elle m'a dit, ma fille ne parle plus. Je lui ai dit, comment ça, ta fille parle plus? Elle me dit, bah, elle parle pas. Et je lui dis, mais elle a quel âge? Elle fait, bah, elle a 6 ans. Je fais, ok. Je dis, mais pourquoi elle parle pas? Elle dit, bah, et depuis quand en fait elle parle plus? Elle dit, bah, elle parle plus depuis la dernière guerre. Je dis, non, mais attends, on est en 2009, 2010, 2011, 2012. Ça fait 3 ans que ta fille parle plus? T'es allé voir quelqu'un? T'es allé voir un médecin? T'es allé voir un psy? T'es allé voir... C'est pas du tout normal. Elle m'a dit, non, je peux pas, parce que les gens vont juger, je ne vais pas pouvoir la marier. Ses sœurs ne vont pas pouvoir se marier, la communauté va me rejeter et c'est pas possible, donc je la cache en fait. Et donc voilà, vous en êtes à ce stade. Donc ça, c'était à l'époque, c'était ça, c'est-à-dire qu'on avait un vrai problème de réputation et on avait un vrai problème de, vous savez que c'est une société qui est endogame, donc un individu, ce qui arrive à un individu dans une famille, toute la famille est touchée. Et ça, c'est très important de le comprendre, et c'est très important de comprendre la question de la réputation dans le monde arabe pour ça. C'est pour ça que, mais là, on en est à un stade où on n'a plus assez de psychiatres au GCMHP pour faire face aux besoins, parce que la population n'en est même plus au stade où ça devient tabou. En fait, là, on a besoin d'aide, ils ont besoin d'aide, et le suicide n'est plus tabou. Moi, j'ai des amis, il y a 10 ans, qui me disaient « mais non, on résiste, ils nous auront pas, etc. » Enfin, il y a une vraie résilience, hein, en plus, à Gaza, il faut le dire clairement. Hein. Les Gazaouis sont la population la plus résiliente que j'ai jamais vue. Enfin, je ne sais même pas comment ils font pour survivre avec tout ce qu'ils vivent. Et ils sont toujours dans la combativité, etc. Là, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un ami me dire « là, je vais me foutre en l'air. Je n'en peux plus. Je vais me foutre en l'air. » Pour qu'un Palestinien de Gaza vous dise ça, c'est que vraiment, on a atteint un stade qui est très, très, très problématique. Et effectivement, vous le voyez dans les chiffres, le taux de suicide à Gaza, mais pas seulement, est en hausse dramatique. Et donc voilà, ça répond à ta question. La santé mentale en Palestine, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet très compliqué. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui attire énormément de psychiatres du monde entier, parce qu'on a ce qu'on appelle le syndrome de Gaza. Il faudrait que vous tapiez ça sur... c'est un syndrome qui est propre à Gaza, qui fait qu'en fait, ils sont tellement en polytraumatisme qu'on a ils développent une espèce de presque fascination pour la mort. Enfin, je pourrais plus vous dire exactement les qualifications médicales du syndrome de Gaza, mais en gros, on est dans un contexte tellement particulier en termes de trauma
que les appellations occidentales et les classifications occidentales de la dépression ne peuvent même pas s'appliquer à Gaza, en fait. Parce qu'on n'est pas dans une situation normale de dépression ou de traumatisme. Mais allez voir les interventions de Sama Jabbar sur YouTube, c'est vraiment très intéressant. Merci Joanne pour cette intervention. On en avait déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais revenir un peu aussi sur la santé aussi mentale, mais des humanitaires aussi, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas trop et je pense qu'il peut poser problème dans un contexte comme à Gaza. Bah, à Gaza ou comme en Cisjordanie d'ailleurs. Bon, Gaza c'est particulier parce qu'en plus de ça, vous prenez des bombes. Mais parce qu'on n'en parle pas, mais on en parle souvent. Gaza, on en parle souvent que dans les escalades de violence, mais les bombardements, ils sont quotidiens. Moi, je prenais des bombes tous les jours sur la tête. Enfin, sur la tête, heureusement pas sur la tête, mais quand c'est pas des vraies bombes, c'est des fausses bombes. C'est ce qu'on appelle des sonic bombes. Les sonic bombes, c'est destiné à terroriser la population. Les sonic bombes, c'est simple, c'est les F-35 et les F-16 qui passent le mur du son à très basse altitude. Donc ça fait bang bang. Et ça fait l'équivalent en termes de décibels d'une explosion de vraies bombes. Et donc ça, on peut penser que c'est juste en fait quelque chose pour effrayer la population, mais ça fait faire des fausses couches aux femmes, ça perce les tympans des enfants, ça a des vraies conséquences physiques aussi. Et donc les sonic bombs, c'est une technique qui est utilisée par l'armée israélienne pour faire rappeler à la population palestinienne, ouais, on est toujours là en fait. N'oubliez pas en fait. C'est pour garder la peur en fait. C'est pour garder un niveau de peur toujours élevé. Il y a un trauma toujours là en fait. C'est pour rappeler aux Palestiniens, ne nous oubliez pas. On est du jour au lendemain, on est prêt à déclencher une guerre en fait. Et les sonic bombs, c'est des choses que moi j'ai expérimenté. En tout cas, je ne peux pas parler maintenant parce que je ne sais pas à quel degré il y a des sonic bombes à l'heure actuelle. Bon, de toute façon, on est dans une période de tension très très importante à Gaza, comme chacun le sait. Donc là, on n'est même plus aux sonic bombes, on en est juste aux bombardements normaux. Mais les sonic bombs, c'était quelque chose de quotidien. Ouais. Et vous avez les drones. Vous avez les drones qui tournent, que vous entendez. Moi, je ne supporte pas, par exemple, d'entendre un drone. Ça fait quand même presque 10 ans que je suis partie de Gaza. Je ne supporte toujours pas d'entendre un drone voler. Parce que pendant 6 mois, je les ai entendus constamment. Les humanitaires ont un vrai problème avec la santé mentale parce que vous avez l'impression de servir à rien. Comme je vous le disais, il y a un vrai problème. Il y a de plus en plus d'organisations qui vont à Gaza ou en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est et vous ne servez à rien. Parce que ce que vous faites, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Tant qu'il n'y aura pas de solution politique crédible, et ce n'est pas votre mandat de le faire en tant qu'humanitaire, votre mandat, c'est de respecter les principes humanitaires, tant qu'il n'y aura pas de solution politique crédible, vous ne servez à rien. Vous servez juste à maintenir un degré de survie de la population, et c'est tout. Et donc, effectivement, à partir d'un certain moment, vous n'en pouvez plus, parce que vous avez l'impression d'être payé à rien faire. Ou d'être payé à presque entretenir l'occupation, en plus. Parce qu'il y a beaucoup d'humanitaires qui considèrent que on fait le travail d'Israël. Israël est légalement contraint par le droit international à respecter le bien-être de la population occupée. En tant que puissance occupante, Israël est contraint par le droit international à respecter la population occupée et à s'occuper du bien-être de la population occupée. Qui fait ce travail? Pas Israël, c'est la communauté internationale. Et c'est l'autorité palestinienne. Donc Israël est déchargé de ses responsabilités aux yeux du droit international par nous, en fait, qui faisons le travail à sa place. Et quand vous vous rendez compte de ce rôle-là que vous avez finalement dans ce conflit et que rien ne change et que ça fait des années que vous êtes là-bas et qu'effectivement la situation ne bouge pas d'un iota, oui, vous commencez à déprimer un petit peu. Oui. Gaza, c'est différent parce que Gaza, vous vivez des bombardements et c'est plus proche des terrains de guerre ou de conflits que vous pourriez avoir comme intervenir en Afghanistan ou en Irak ou sur d'autres terrains très complexes en termes d'humanitaire. La Cisjordanie, ça vous use un peu plus profondément mais plus vicieusement en fait. C'est juste que vous avez vraiment l'impression de servir à rien. Ouais. Donc réfléchissez-y à 2 fois si vous allez en Palestine. Vous risquez d'en prendre un petit coup derrière la tête. C'est un petit peu déprimant, je vous le dis tout de suite. Je suis pas du tout, je suis désolée, hein, vous allez sortir un peu déprimé de cette présentation, mais oui, c'est un vrai problème. Ouais. À la rigueur, presque, si vous avez vraiment envie d'être utile, travaillez avec les organisations locales, en fait, dynamisez la société civile. Faites en sorte que la société civile soit ce qu'on appelle empowered et faites en sorte de plutôt dynamiser la société civile plutôt que des organisations internationales en fait, hein, qui ont pas besoin de plus de monde. Si vous voulez vraiment essayer d'avoir un peu plus d'impact. J'ai une question concernant en fait
au sein des décideurs politiques et militaires israéliens, quelle est la vision stratégique à long terme concernant Gaza? Et est-ce qu'il y a des critiques qui ont émergé en interne suite à la gestion, par exemple, de la marche du retour de l'année dernière? Alors, la problématique Gaza au sein de l'exécutif israélien, c'est très complexe parce que vous avez à peu près 2 camps. Et bizarrement, ce n'est pas les camps qu'on imagine qui sont les plus conservateurs. Le camp le plus soft, c'est finalement le camp des militaires, bizarrement. C'est-à-dire que quand vous avez un conseil de sécurité, un conseil, je ne sais plus comment on les appelle, Security Emergency Council, je ne sais plus, israélien, pour décider de si on lance une opération de grande envergure à Gaza ou pas. Quand par exemple, là, ça a dû arriver, il y a des roquettes qui sont tombées, qui ont fait des blessés dans le centre d'Israël. Donc vous avez forcément eu une réunion d'urgence du conseil militaire israélien. Vous avez dans ce conseil-là donc le Premier ministre, ses conseillers militaires, ses conseillers de défense, le ministre de la Défense, probablement le ministre des Affaires étrangères, et je ne suis pas sûre. Et vous avez le Shin Bet, le Mossad, et l'armée, l'IDF, l'Israeli Defense Force, donc les militaires. La plupart du temps, ce sont le Mossad, le Shin Bet et les militaires qui disent à l'exécutif politique de se calmer et de dire wow, non, on n'y va pas en fait. Là, c'est pas le moment, c'est trop risqué, on va avoir des pertes, militairement ça ne fait pas sens, et c'est souvent les militaires qui, les grands généraux qui disent à l'exécutif, parce que l'exécutif généralement se sert de ces guerres-là pour consolider son capital politique. Donc vous avez souvent, des généraux. Il y a un super film qui est sorti, comment ça s'appelle? Ça tu le sais en plus. Sur le Shin Bet, sur des anciens du Shin Bet qui parlent justement. C'est qui a été primé soit aux Oscars, soit à Cannes, c'est des anciens patrons du Shin Bet et du Mossad qui parlent justement de ces problématiques-là, en fait, de qui prend les décisions et de comment est-ce que ça se passe. C'est très très intéressant comme Gatekeeper, The Gatekeepers, c'est ça. Ça, c'est un film très bien. Si vous vous êtes intéressé par le fonctionnement interne du système de l'apparatus sécuritaire israélien, regardez ce film, il est très intéressant. Et non, effectivement, la décision, elle est prise par ce conseil-là. Mais si vous avez l'exécutif qui voit que vraiment les militaires ne suivent pas, des fois les militaires suivent. D'ailleurs, ils essayent de placer à leur tête. C'est toujours très compliqué. Mais si les militaires ne suivent pas, l'exécutif n'y va pas. Parce que c'est trop risqué et parce que même si effectivement une bonne guerre, ça fait souvent du bien au sondage parce que ça soude la nation derrière le drapeau, c'est de moins en moins vrai. Et là, vous avez par exemple, effectivement, c'est assez récurrent d'avoir des risques de guerre à Gaza quand vous avez des élections en Israël. Si vous regardez, il y a une vraie corrélation entre les guerres à Gaza et les élections israéliennes depuis un certain nombre de décennies. Mais c'est de moins en moins vrai. Par exemple, là, personne ne pense que ça va dégénérer. Donc personne. La plupart des analystes pensent qu'on ne va pas avoir une guerre de grande ampleur parce que c'est trop coûteux et parce que la guerre de 2014 a fait quand même beaucoup de mal à Israël en termes de réputation et en termes de tout. Et je pense qu'Israël n'est pas prêt du tout à se réengager dans une guerre du type de celle de 2014 qui a été absolument dévastatrice à la fois pour les Palestiniens mais également pour l'opinion publique internationale vis-à-vis de l'image d'Israël et n'a pas forcément tant bien servi que ça la politique israélienne, je pense. Mais ta question initiale, c'était quelle est la vision à long terme la vision à long terme de Gaza. Alors, la vision, déjà, elle est issue de la stratégie de retrait unilatéral israélien c'est la doctrine de retrait unilatéral israélien qui a été décidée en 2005. Donc, à savoir qu'avant 2005, il y avait des colonies à l'intérieur de Gaza. Ces colonies ont été démantelées par Ariel Sharon en 2005, unilatéralement. D'ailleurs, vous avez dû avoir des images de colons qui étaient arrachés par les soldats en larmes de leurs terres à Gaza. Les terres de Gaza étaient réputées à l'époque, avant qu'elles soient complètement détruites par le blocus, étaient réputées comme les plus fertiles presque du Moyen-Orient. Les fraises de Gaza ont une très bonne réputation, etc. C'était des terres effectivement très fertiles et qui ont été complètement évidemment détruites par les restrictions du blocus et l'incapacité de les exploiter. Mais vous avez donc effectivement depuis 2005 une doctrine de désengagement et une doctrine de là, si on en croit ce qu'on entend, les bruits de couloir, en tout cas de mes sources,
L'idée israélienne, et l'idée qui est d'ailleurs apparemment va faire partie du plan du Deal of the Century américain, qui a commencé un petit peu à fuiter du côté canadien, parce que j'étais au Canada il n'y a pas longtemps, et les Canadiens ont entendu un petit peu parler, parce que c'est quand même les principaux alliés américains, et qui sont ils sont très proches des Israéliens aussi, donc ils ont un peu entendu parler de ce qui allait être... tout ce qu'ils peuvent nous dire, ce qu'ils ont été capables de me dire, c'est le plus gros document qui a été jamais produit par un gouvernement américain sur le conflit. À savoir, c'est le plus gros plan de paix qui n'a jamais été produit par un gouvernement américain. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est une catastrophe. Et dans apparemment certaines des propositions qui ont un petit peu fuité, il y aurait que Gaza soit annexé par l'Égypte. Donc en gros, annexé, donc il y aurait une annexion de la Cisjordanie, ou en tout cas une gestion plus ou moins d'une partie de la Cisjordanie par la Jordanie. Et sinon une annexion en fait du territoire de la Cisjordanie pour la passer sous contrôle total en fait israélien, donc revenir en fait en arrière sur les accords d'Oslo. Et ça c'est le pire des cas. Hein. Et vous avez il y aurait une annexion de Gaza par l'Égypte en fait, qui serait donc Gaza serait sous mandat égyptien. Ou sous en tout cas co-gestion avec l'Égypte. Mais il n'y a pas du tout de plan, par contre, de reconquête de Gaza par des Israéliens. Gaza est considéré comme depuis 2005 comme quelque chose de scellé, comme quelque chose de... Voilà, on est dehors. Même les Israéliens ne considèrent pas qu'ils occupent Gaza, par exemple. Alors que Gaza est toujours considéré comme un territoire occupé par le droit international. Mais les Israéliens, eux, disent, on s'est retiré de Gaza, on n'occupe plus Gaza, on n'est pas la puissance occupante à Gaza. Gaza est responsable de ses propres maux. Nous, on n'est pas responsable. Nous, on ne fait que se défendre. Quand Gaza nous attaque, on répond. Mais on n'est pas responsable de ce qui se passe à Gaza. Bon, alors que, bon, effectivement, le blocus est quand même... Bon. Donc voilà. Donc non, Gaza est en fait considéré comme... il n'y a plus du tout de plan israélien d'annexion de Gaza, non. Par contre, ce n'est pas le cas pour la Cisjordanie. La Cisjordanie, il y a un vrai plan d'annexion.